Bonjour à tous! Vous savez, quand j'étais ado, il y avait quelque chose qui me surprenait souvent dans les séries états-uniennes. C'est que s'il y avait une scène de sexe, pour une raison incompréhensible, la nana gardait son soutif. Naïve que j'étais, j'ai longtemps pensé qu'il s'agissait là d'une pratique culturelle, avant d'apprendre que, en fait, si la télé états-unienne est ok avec les scènes de cul, elle l'est un petit peu moins avec les tétons féminins. Plus tard, c'est sur les réseaux sociaux que j'ai à nouveau entendu parler du sacrilège visuel que représentent les tétons féminins. Des œuvres d'art se retrouvent censurées sur Facebook, Twitter s'offusque de la moindre dame topless, et ne parlons même pas de YouTube qui démonétise à tour de bras pour le moindre bout de sein qui dépasse. Je vous préviens donc direct, cette vidéo ne sera pas annonceur friendly. Alors sans vouloir m'attarder sur le fond du problème, même si j'ai un petit peu de mal à comprendre ce qu'il y a de si choquant avec le téton féminin qui n'existe pas avec le téton masculin, j'aimerais aller parler du côté, surprise surprise, de l'art. Parce qu'en fait, si vous voulez mater des seins, il y a encore mieux qu'HBO, il y a l'histoire des arts. La moindre promenade dans un musée devrait suffire à vous rendre compte d'à quel point ils sont omniprésents dans les beaux-arts. Je vous propose donc un petit retour sur quelques-uns des seins les plus fameux de l'histoire des arts, afin qu'on voit comment les artistes choisissent de les représenter. Pour commencer par le commencement, ça me semblait plutôt logique de choisir la plus vieille représentation de femme de l'histoire des arts, la Vénus de Willendorf. Stop looking at the Venus of Willendorf in that way. Si Jude Law a besoin de rappeler à l'ordre ce cardinal, c'est qu'il faut bien avouer qu'il y a de quoi être envoûté par les courbes de cette dame. Cette statuette est vieille de 25 millénaires, mais ce n'est qu'en 1908 qu'elle a été découverte dans le village de Willendorf en Autriche. Ses atouts voluptueux, et notamment ses seins monumentaux, font d'elle un sex symbole tel qu'on décide de la baptiser Vénus, du nom de la déesse de l'amour, qu'elle ne représente certainement pas en fait. Ah oui, ça c'est sûr qu'avec ce ventre et ses hanches surdéveloppées, sans parler de ses seins qu'on ne peut pas s'empêcher de reluquer, elle est bien loin des canons de la beauté actuelle. Mais à l'époque de sa création, les historiens estiment qu'elle devait incarner le summum de la féminité, une icône de la beauté, alors associée à la fertilité, voire à la maternité. À l'heure où, même si tu fais un bonnet F, tu dois avoir des seins qui défient la loi de la gravité, je trouve qu'elle offre une vision plutôt rafraîchissante de la poitrine féminine qui s'exhibe ainsi totalement décomplexé. Un autre sein complètement décomplexé, c'est celui d'Agnès Sorel qui nous fait voyager à la Renaissance. Il a été peint par Jean Fouquet, the artiste de son temps, celui qui est parvenu à réconcilier peinture flamande et peinture italienne. Avec sa Vierge et l'enfant entouré d'anges, il reprend un thème très répandu de la peinture religieuse, la virgolactance ou la Vierge allaitant, pour ceux qui ne seraient pas bilingues en latin, ce que je ne suis pas non plus d'ailleurs. Ce motif, qui existe depuis le IIe siècle et qui sera longtemps l'un des seuls moyens de représenter le sein féminin, est devenu plutôt ringard, jusqu'à ce que la Renaissance le remette au goût du jour. Mais ce qui a rendu cette œuvre célèbre, ce n'est pas son ingénieuse composition, ni ses superbes couleurs, ni même les prouesses techniques développées par son auteur, non, c'est l'histoire qui se cache derrière elle. En effet, Jean Fouquet n'a pas choisi n'importe quel modèle pour incarner la Vierge. Pour représenter la mère de Jésus, il choisit Agnès Sorel, qui s'est fait connaître de son temps non pas pour sa piété, mais pour la profondeur de son décolleté. Scandale! Agnès Sorel, c'est la favorite du roi Charles VII et la première maîtresse officielle de l'histoire de France. Champagne! Elle est connue pour l'extravagance de ses tenues et pour son goût de la provoque. C'est donc elle qui lance la mode des robes plongeant sur le devant. Le décolleté est ainsi né. Mais du décolleté sérieux s'il vous plaît, hein. En effet, les commentateurs de l'époque révèlent que les tétons de la dame étaient souvent visibles. Oh mamie, cachez ce sein que je ne saurais voir! En revanche, en même temps qu'Agnès Sorel cultive son sens du style, elle cultive aussi quelques ennemis, puisque c'est avant l'âge de 30 ans qu'elle meurt, empoisonnée. Apparemment, ce serait le fils de Charles qui a fait le coup. Alertez les tabloïds. Maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur Agnès Sorel, revenons-en à son sein. Vous aurez sans doute remarqué que, même si j'ai dit qu'il s'agit d'une virgolactance, il semblerait bien que cette vierge n'allait absolument pas. Au contraire, elle exhibe fièrement ce sein aux proportions surprenantes, complètement impossible dans une perspective réaliste, à moins de cacher un soutif push-up ou une petite injection de silicone. Ce sein, il joue un rôle symbolique en étant placé pile entre le paradis et l'enfer. Je pense pas avoir besoin de développer sur le symbolisme. Et il joue aussi un rôle esthétique, puisqu'il permet de donner le ton à la composition générale, faite de sphères très nombreuses et de lignes verticalement dressées.
De là à dire que c'est suggestif, il n'y a qu'un pas. Alors après, si vous voulez du suggestif, j'ai ce qu'il faut. 2 femmes nues dans leurs bains, qui fixent le spectateur droit dans les yeux, tandis que l'une pince le téton de l'autre. Le tout dans le premier portrait topless d'une aristocrate, une œuvre en trompe-l'œil non signée, dont l'auteur anonyme aimerait sans doute savoir à quel point sa toile a fait parler d'elle. La scène pourrait faire référence au thème classique du chaste bain de Diane, sauf que les 2 dames jouissent d'une réputation tellement sulfureuse que toute notion de chasteté a disparu. Il s'agit de Gabrielle d'Estrées, la blonde à la choucroute là, et l'une de ses sœurs, Julienne, duchesse de Villars. Leur mère déjà était connue pour sa ribambelle d'amants et elle finit même par se barrer avec l'un d'entre eux. Quant à leur père, très jeune déjà, il avait surnommé ses 2 filles les 7 péchés capitaux. Sympa le papounet. Au début de notre histoire, Gabrielle d'Estrées file le parfait amour avec Roger de Bellegarde, ancien mignon d'Henri III et ami proche du roi Henri IV, lequel va tomber sous le charme de la demoiselle choucroutée. Et même si Gabrielle d'Estrées ne trouve pas exactement le vert galant à son goût, disons que si t'as l'occasion de devenir reine, tu craches pas dessus. Alors par contre, petit, mais vraiment tout petit problème, hein. Le roi il est déjà marié. Bah oui, souvenez-vous de vos cours d'histoire, il y avait à l'époque une certaine reine Margot. Et en plus de ça, les caisses de l'État sont vides, donc Henri a intérêt à épouser une dame fortunée, genre Marie de Médicis. Donc, ce charmant personnage qui est Henri IV va faire patienter sa banquière, le temps d'obtenir le divorce de son épouse actuelle, tout en faisant miroiter à Gabrielle d'Estrées que c'est elle qui l'épousera, afin de la garder dans son plumard. Quel homme absolument charmant. Son petit manège va quand même durer 8 ans. En fait, il va durer jusqu'au décès de sa très impopulaire favorite, qui meurt sans jamais avoir été reine en fait. Mais alors, est-ce sain dans l'histoire? Eh bien, si Juliette pince ainsi le téton de sa sœur, ce n'est pas que par jeu érotique, c'est aussi pour signifier sa grossesse et l'arrivée de l'héritier du roi. Mais si, regardez dans le fond du tableau, on confectionne déjà les langes. Pendant ce temps-là, Gabrielle, elle tend l'alliance qu'elle espère bien passer au doigt d'Henri. L'enjeu est un peu plus sexuel, comme nous le rappellent les formes explicites créées par les doigts des jeunes femmes, et surtout par la présence d'un tableau dans le tableau qui montre un sexe dissimulé par un linge rouge. Ça parle de sexe! Mais ce qui choque, c'est que ces dames font tout ça en regardant le spectateur dans les yeux, un truc inventé par le Titien et qui n'aura de cesse d'être récupéré par les artistes, surtout lorsque leurs œuvres cachent des messages érotiques. Oh, bande de petits coquinots. Donc quoi? Même dans l'histoire des arts, le sein féminin, c'est forcément un objet sexuel? Que nenni, nous répond Monsieur Delacroix en faisant d'un sein un acte politique, voire polémique. Marianne, le symbole de la République, elle a le sein nu, parce qu'elle nourrit le peuple, elle n'est pas voilée. Alors oui Manu, mais non en fait, pas du tout. Vraiment, genre pas du tout. De 1, Marianne, dans La Liberté guidant le peuple, n'a pas le sein nu parce que c'est une mère nourricière. Et de 2, t'es prié de pas te l'approprier pour tes petits combats stupides. Merci. Mais avant de nous attarder sur ce sein qui fait tant polémique, attardons-nous un petit peu sur ce célébrissime tableau. On y voit une femme guidant des gens du peuple par-delà une barricade, brandissant tout ce que la République a aujourd'hui de symbole. Bonnet phrygien porté originellement par les esclaves affranchis, drapeau tricolore révolutionnaire aujourd'hui devenu drapeau français, et puis surtout elle, Marianne. Autour d'elle se trouvent 3 personnages qui représentent les 3 classes sociales qui s'unissent pour renverser la monarchie. L'ouvrier, le bourgeois et l'étudiant. Et pour l'anecdote, ce jeune garçon-là, c'est lui qui aurait inspiré le Gavroche de Victor Hugo. Mais revenons donc à nos moutons, ou plutôt à notre sein. Marianne, c'est pas une virgolactance. Penser qu'elle a le sein exposé parce que c'est une mère nourrissant la France, c'est un contresens. Ne pensez pas non plus qu'elle est un symbole de la libération de la femme. À l'époque de Delacroix, le concept n'existait même pas. Marianne, elle a le sein nu parce que c'est une allégorie. Et la question n'est pas tant de savoir quelle est l'image qu'on veut donner des femmes, que de savoir quelle est l'image qu'on veut donner de la République. Alors du coup, pourquoi ce sein nu? Parce que Marianne, dès sa création, est inspirée par des modèles antiques, qui ont souvent le buste dénudé. D'autant plus que Marianne est une figure guerrière, souvent représentée armée, tantôt d'une lance, tantôt, comme chez Delacroix, d'une baïonnette. Or, lorsqu'elles sont guerrières, les femmes sont souvent représentées topless, un peu à la manière des Amazones, pour montrer qu'aucun vêtement ne les entrave dans leurs mouvements. Malgré la référence antique, sachez que la liberté guidant le peuple a fait scandale en son temps, et pas seulement à cause de ce téton fièrement exposé. Le teint hâlé de Marianne, qui ferait d'elle une femme du peuple, ainsi que ses poils visibles sous l'aisselle, choquèrent grandement à l'époque.
Je ne sais pas ce qui est le plus triste dans le fond, que la pilosité des femmes ait déjà posé problème au 19e siècle ou que les mentalités aient si peu évolué depuis. Bref, Marianne n'en a pas fini de faire couler de l'encre puisque sa dernière représentation, version timbre, a encore suscité une controverse car elle est inspirée d'Ina Shevchenko, la leader des Femen. C'est certainement encore une histoire de saint à l'air tout ça. Pour trouver une œuvre qui pourrait peut-être un peu plus évoquer la condition des femmes, sans pour autant aller chercher du côté de l'art féministe, eh ben il faut un petit peu voyager dans le temps. Jusqu'aux années 1930. En fait, jusqu'au surréalisme, à tout hasard. Mais cette fois-ci, c'est pas du côté de Salvador Dali que je vous emmène, mais du côté de l'ami Magritte, avec un drôle de tableau. C'est un portrait un peu bizarre, avec un cou comme un tronc d'arbre et des cheveux comme un feuillage d'automne, mais surtout, à la place du visage, des attributs sexuels féminins. Diantre! Et on se sent les pieds en plus, parce que ses yeux nous regardent. Avouez-le, vous n'avez pas zioté la toison pubienne, ni même le nombril à la place du nez quand vous avez vu ce tableau. Non, vous avez fait comme tout le monde, vous avez directement maté les tétons qui font office de pupilles. Alors est-ce que ce contact oculaire est censé être érotique du coup? Difficile à dire, parce qu'en fait Magritte, c'est un sacré petit cachotier. Certains ont voulu donner une analyse plus psychanalytique du tableau, pensant qu'il faisait référence à un épisode traumatique de la vie du peintre. En effet, sa mère se suicide par noyade lorsqu'il a 14 ans. Et quand son cadavre est repêché, sa chemise de nuit est rabattue sur son visage, exposant sa nudité au regard du jeune homme. Oui, alors pourquoi pas, sauf que non, parce que Magritte et la psychanalyse, ça fait deux. Non, lui, il préfère bousculer les conventions, les petites habitudes, le quotidien, notre vision, notre perception. Le tout à grand renfort de fantaisie, de jeu, de décalage et d'humour, pourvu que le mystère demeure. Mystère donc quant à savoir ce que ce tableau peut bien vouloir dire. Le titre nous éclaire en fait assez peu. Le tableau s'appelle Le Viol, sauf que comme avec la pipe, il ne s'agit pas vraiment d'un viol. Ou alors, peut-être qu'il s'agit d'un viol visuel. Et si Magritte avait voulu évoquer la violence que représentent les regards sexualisant les femmes? Vous savez, comme quand on se fait reluquer les nibards sans vergogne alors qu'on n'a rien demandé à personne. Un peu comme pour dire, quand vous regardez une femme, en fait, votre regard la sexualise malgré elle. Un peu pour dire, les femmes n'ont pas le choix. Elles portent leur sexualité, consciente ou non, assumée ou non, en plein sur leur visage. Un peu pour dire, vous savez quoi? Laissons dire Marion Cotillard. You must make him look you in the eyes. Après, pour être honnête, c'est peut-être moi qui surinterprète. Mais ce tableau m'intrigue. Il m'intrigue parce que si je le compare à d'autres œuvres qui ont déplacé les seins, il n'est pas aussi connoté sexuellement. Je pense à la poupée de belle-mère par exemple, ultra sexualisée avec ses seins et ses sexes un peu partout. Je ne vois pas ça chez Magritte et du coup, ça me donne envie de croire qu'il cherchait à donner à voir autre chose. Et voilà qui conclut ce petit retour en exemple sur les seins dans l'histoire des arts. J'aurais pu parler de plein d'autres œuvres, genre les fontaines ubérales, si osées qu'elles se sont faites censurer sur Facebook. Ou encore, de la poupée de belle-mère, tiens. Ou encore, l'allégorie du triomphe de l'amour, ça aurait été pas mal ça. Mais à nouveau, le sujet est vaste et moi j'essaie toujours de faire des vidéos de moins de 3h30. Tout ça pour dire que quand il s'agit de parler des seins dans l'art, il y a beaucoup à dire. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas que le pouce vers le haut, le partage, l'abonnement, le commentaire soyeux, tout ça, ça fait vivre la chaîne qui a toujours sa page Utip. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour encore plus d'art.